Une production de La Filière. Studio de podcast. Avec un autre partenaire, Cascade. Donc, on a mis en place une chaîne de production, ou en fait, la dernière portion d'une chaîne de production pour faire de l'emballage d'œufs. Mais ils nous ont demandé de travailler avec eux, justement, pour pouvoir démontrer aux entreprises qui évoluent dans le domaine des œufs, leur montrer que la robotisation, qu'on peut robotiser une chaîne de production parce que dans leur industrie, c'est hyper manuel. C'est plein de gens qui ramassent des cueils d'œufs, qui mettent ça dans des boîtes, qui scellent les boîtes, qui mettent ça sur des palettes, qui transportent ça à la mitaine. Et c'est encore beaucoup comme ça dans plusieurs entreprises. Ça fait qu'on a mis la switch on, puis on a traité 21 000 œufs lors de l'inauguration de IFA. Ça fait que c'était particulier. Bonjour, M. Massé. Donc, on est ici pour la suite avec notre dîner du CDE de la semaine dernière. On veut vous connaître un peu plus. On voudrait d'abord savoir qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites dans la vie. Ben écoute, je m'appelle Rémi Massé. Je suis présentement directeur général des halles d'innovation et de formation avancée à Rivière-du-Loup, qui est un nouveau centre d'innovation qu'on a inauguré le 27 juin dernier. Super. Puis, moi, j'étais là à la conférence jeudi passé. Il y en a probablement qui nous écoutent présentement qui n'étaient pas là. Donc, vous êtes parti quand même en tout cas, de ce que j'ai compris. Vous avez de loin? Ouais, je ne voulais pas dire de loin parce que je trouvais que ça semblait un peu bizarre. Mais, tu sais, vous avez fait quand même un parcours. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant parce que vous êtes promené dans beaucoup de choses, puis beaucoup de choses différentes. Donc, j'ai compris dans le coin de l'Ontario, j'ai compris que vous étiez aussi dans le coin de Sherbrooke, si je ne me trompe pas. Fait que vous êtes promené pas mal. Fait que c'est parti. Tu sais, comment vous avez fait pour arriver ici, aux Halls d'innovation? Halls, je les dis en anglais, tu sais. Aux Halls d'innovation, tu sais, quel genre de parcours que vous avez eu pour en arriver finalement à ce poste-là aujourd'hui? Oui, bien, ça a commencé ici. Tu sais, je dis, on part de loin, mais en fait, on est parti d'ici. Oui, c'est ça, parce que vous êtes de Rivière-du-Loup. Je suis originaire de Rivière-du-Loup. J'ai fait mon secondaire au collège, à l'école secondaire Notre-Dame, comme on l'appelait à l'époque, avec Mario Dumont pendant nos 5 années. Donc, on va peut-être parler de politique à un moment donné, mais c'est peut-être à cause de Mario si à un moment donné, je me suis lancé en politique. En fait, il m'avait approché lorsqu'on était en secondaire, justement, puis il faisait du recrutement pour le Parti libéral du Québec à l'époque, mais pour les jeunes libéraux. Ça fait qu'il m'avait demandé à l'époque voir si ça m'intéressait. Puis je lui avais dit non, là, j'avais aucune espèce d'intérêt politique à ce moment-là. Donc, j'ai fait mon secondaire 5. Et quand est venu le temps de choisir une discipline pour le cégep, ben écoute, pour les garçons de notre âge à l'époque, c'était pas évident. On s'orientait souvent vers quelque chose de plus technique. Donc, j'avais un copain qui s'en allait en technique électronique. C'est un nouveau programme qui était offert au cégep de Rivière-du-Loup. Donc, j'ai abouti au cégep de Rivière-du-Loup. Et j'ai tellement aimé le cégep que j'ai fait le cégep pendant 4 ans. Donc j'ai bien aimé ça. Ça a été une période bien agréable. Mais pour se rendre compte finalement que je n'étais pas tout à fait destiné à ce domaine-là. J'installais des systèmes de son. À l'époque où on installait encore des systèmes de son dans les voitures, là, où ça cognait plus fort que le son des moteurs. Là. Les téléphones cellulaires qui étaient branchés avec l'antenne qui était installée sur la voiture. Bref, ça fait que mes copains de l'époque ont tous été embauchés pour Hydro-Québec. Donc, Hydro-Québec recrutait beaucoup pour le nord du Québec. Donc, et puis, j'avais pas d'intérêt pour pouvoir partir dans le nord. J'ai jamais été un gars de nord, j'ai été plutôt un gars de sud. Là. Ça fait que longue histoire pour vous dire que dans les couloirs du cégep, à un moment donné, j'ai vu un présentoir avec un formulaire pour un programme de moniteur de langue seconde. Et je me suis dit, tiens, je vais aller apprendre l'anglais dans l'Ouest. Donc, et quand est venu le temps de compléter mon formulaire, je ne sais pas trop ce que j'avais mis mes connaissances en géographie, mais c'était clair que la Colombie-Britannique faisait partie du premier choix comme après tout le monde. Puis j'avais oublié l'Alberta. Ouais. Donc, j'ai coché tout de suite la Saskatchewan. Et probablement que les gens du programme en Saskatchewan, lorsqu'ils ont vu qu'ils avaient été sélectionnés en deuxième, tout de suite après la Colombie-Britannique, ils se sont dit, je pense qu'on va le prendre celui-là. Donc, c'est comme ça que j'ai abouti en Saskatchewan, à Saskatoon, après le cégep. Donc, longue histoire pour vous dire que j'étais un petit peu plus vieux. J'avais fait 4 ans de cégep. Donc, j'étais un petit peu plus vieux que la majorité des gens qui avaient été sélectionnés dans le programme. Et puis, ils m'ont envoyé à l'Université de la Saskatchewan, à Saskatoon.
Pour faire un cours d'immersion complètement. Là. Ben, en fait, pour faire partie de ce programme-là, qui normalement t'amène à être un moniteur de langue, c'est-à-dire aider des profs dans leurs tâches quotidiennes. Donc, au primaire, au secondaire, donc ce type de choses-là. Il y a plusieurs personnes qui ont fait partie de ce programme-là, qui sont allées dans l'Ouest, justement, pour aider des profs à apprendre l'anglais. Donc, moi, l'objectif initial, c'était apprendre l'anglais. Mais comme je vous dis, moi, ils m'ont envoyé à l'Université de la Saskatchewan. Et puis, la responsable du programme de l'époque, que j'ai rencontré au département de l'éducation, me dit, ben écoute, tu as le choix, ou bien tu travailles avec moi, ou bien je vais te présenter quelqu'un d'autre. Puis, la chimie s'était pas faite rapidement avec cette personne-là. Donc, je me suis dit, tiens, je vais aller voir ce que l'autre personne a me proposé. Ouais. Et c'est là que j'ai rencontré un prof, un linguiste, qui parlait 7 langues, 5 dialectes italiens. Un bonhomme hyper fly. Écoute, je me rappelle encore de son nom, Terry Cox, Dr. Cox. Super sympathique. Et puis, on s'assoit, puis on jase ensemble pendant quelques minutes. Et là, il me présente, en fait, je lui demande qu'est-ce que vous voulez que je fasse. Donc, il me présente un cartable. Et dans ce cartable-là, je l'ouvre et il y a un cours de phonétique internationale. Ça fait que là, je pars à rire. Fait que je lui dis, ben, écoute, tu t'es sans doute trompé de gars. Moi, j'arrive d'une technique en électronique. Ouais. Ça fait que, je veux dire, je peux pas enseigner un cours de phonétique. Fait qu'il me demande mon âge. Fait que je lui dis, j'ai 21 ans. Il dit, ça fait combien de temps que tu parles français? Ben là, je dis, grosso modo, écoute, je sais pas moi, 18, 19 ans, là. Donc, il dit, t'es meilleur que la plupart des gens qui sont dans ce cours-là. Donc, il dit, pars avec ça pour la fin de semaine. On était un jeudi, je pense. Il dit, pars avec ça, puis reviens-moi lundi, puis tu me diras ce que tu en penses. Puis je sais pas si c'était de la naïveté ou c'était de je sais pas trop quoi, du courage ou bon, peu importe. Puis je me suis dit, tiens, je vais Vous êtes retourné le lundi. Je suis retourné lundi, puis j'ai dit, j'y vais. Et j'ai donné un cours de phonétique internationale à l'Université de la Saskatchewan à Saskatoon à 286 étudiants. Quand même. Je pense que j'avais 18 groupes. J'ai fait ça pendant 1 an. J'ai tellement adoré ça que finalement, ils m'ont gardé encore une année supplémentaire. Donc, j'ai fait ça 2 ans. Puis, j'ai terminé après 2 ans, parce que normalement, ce programme-là, ben, après 2 ans, c'est terminé. Ça fait qu'ils m'ont proposé d'être directeur adjoint d'un programme d'immersion, le programme d'immersion là-bas. Donc, j'ai accepté. Mais j'avais découvert une passion pour l'enseignement, une passion pour le français, une passion pour la linguistique. Pour un gars là, qui venait de la technique, là, qui réparait des voitures, qui changeait des pneus, puis bon, etc., qui a toujours été un gars qui aimait, qui aimait tout ce qui est à gaz, là, essentiellement. Fait que longue histoire pour vous dire que ben, c'est à ce moment-là où je me suis dit, ben là, si je veux enseigner, il faut que j'aille me chercher un bac, une maîtrise, un doctorat. Et pour moi, je ne voulais pas revenir au Québec. Donc, je voyais ça un peu comme ça fait bizarre à dire, c'est psychologique. Je n'ai jamais fait de la psychanalyse pour savoir qu'est-ce que je m'entends. Creuser ça. C'est ça. Donc, j'avais été en Alberta parce que j'avais connu l'Alberta à ce moment-là. Là. J'avais refait ma géographie. Ça fait qu'au Collège Saint-Jean, à l'époque, ça fait que c'est incroyable ce que ça coûte pour aller à l'université pour des étudiants qui sont à l'extérieur du Québec. Là, on est chanceux au Québec, nous, de pouvoir justement avoir accès à une formation universitaire pour très peu. Moins cher, finalement. Pas mal moins cher. Mm-hmm. Et j'avais rencontré une fille à l'époque, et puis, longue histoire pour te dire que en l'espace de 2 semaines, là, ça s'est réglé. Elle m'a dit, je m'en vais à Sherbrooke, étudier à l'Université de Sherbrooke. Si ça te tente, ben, j'ai un appartement, j'ai une chambre. Ça fait que si tu veux, ben écoute, viens-t'en. Puis, fait que je me suis inscrit à l'Université de Sherbrooke, j'ai été accepté, puis 2 semaines plus tard, je suis rendu à Sherbrooke. OK, c'est ce qui vous a ramené au Québec. Oui. Faire un bac en linguistique. Faire une maîtrise en linguistique. Moi, je suis curieux de savoir, au Collège Notre-Dame, étiez-vous un bol en anglais? Étiez-vous... Pas tout. Non, pas du tout. Aucun. Je suis allé au secondaire, faire mon secondaire parce qu'on n'avait pas le choix de le faire. Je dois avouer qu'on avait une prof de français qui nous a suivis pendant quelques années, qui est extraordinaire. Puis, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours aimé ces cours de français. Okay. Ça fait que, donc, elle nous faisait lire des livres, ouvrir le dictionnaire, sortir les synonymes, l'art de conjuguer, on l'avait sur le bout de nos doigts tout le temps. Fait que, curieusement, il y a toujours eu un intérêt, probablement à cause d'elle. Puis finalement, ben écoute, le fait de pouvoir enseigner, le fait de pouvoir transmettre des connaissances, le fait de pouvoir parler. J'enseignais à des gens qui avaient pratiquement mon âge. On avait une couple d'années de différence. C'était extraordinaire là, d'être en avant puis de pouvoir. Puis on s'entend, là.
un cours de phonétique. J'avais jamais. Oui, oui, au cégep, à un moment donné, on avait eu un petit cours de phonétique, mais de là À l'enseigner. à l'enseigner, oui. c'est autre chose. Mais j'adorais ça. J'en mangeais. Tu sais, tu essaies toujours d'être au-devant, évidemment, des étudiants parce que, évidemment, on va te poser des questions et tout et tout. Ça fait que c'est ça. Je peux me permettre de faire une petite parenthèse. Ben oui. Je ne sais pas si c'est trop indiscret, mais j'aimerais savoir quel genre d'étudiant vous étiez quand vous étiez au secondaire. Bon, probablement détestable un peu, là. Tu sais, ben, évidemment, un gars qui a toujours eu de l'énergie. Ça fait qu'on bougeait beaucoup, puis, tu sais, on se tenait avec des chums, puis on faisait des folies, puis ça fait que c'est ça. Donc, ça a été... Pas studieux, là, pas du tout. Pas du tout. Mais Pas du des tout. bonnes notes quand même, on s'en sort bien. Ben oui, on travaillait comme normalement, Mhm. puis on réussissait normalement, mais j'ai une fois que j'ai eu trouvé cette branche-là, donc quand je suis arrivé en linguistique à l'université, là, ça a été le jour et la nuit. Là. Tu sais, c'était pas du travail, là, tu sais, c'était juste agréable. C'était On amusant. apprenait, oui, tout à fait. L'histoire de la langue française, le français québécois, la grammaire, la morphophonologie, la syntaxe, tu sais, l'histoire du français à partir du latin, l'évolution, comment le français, en fait, comment le latin a évolué jusqu'au français, l'ancien français. Écoute, j'en mangeais, là, j'adorais ça. Là. Puis là, de là est Curieusement, parti, finalement, je fais un shortcut dans le temps, vous me pardonnerez ça, mais là, c'est là que vous êtes rendu, je pense, à Matane pour enseigner. J'ai-tu loupé un bout, moi, là, ou ben non? Oui, il en êtes... manque un bout. Ouais, vous n'êtes pas allé enseigner à Matane, vous êtes Non. allé directement directeur là-bas, c'est ça? Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai complété mes études à l'Université de Sherbrooke, je donnais des charges, j'avais des charges de cours. Donc, j'enseignais, je me souviens, à des étudiants anglophones l'HTML, donc la construction d'une page web. Mais là, on se rapporte là, en 93, 94, mettons 96. Tu sais, on est au premier balbutiement tu sais, des pages web, comment structurer une page web. Puis c'est un langage, c'est le langage HTML. Donc, je suis en linguistique. Ça fait qu'il y avait un directeur de programme qui était venu voir puis dire « Rémi, on a besoin d'un prof là, pour aller enseigner l'HTML. » Je ne connaissais pas ça non plus. Ça fait que j'ai appris. Puis j'ai enseigné ça en anglais à des étudiants anglophones à l'Université de Sherbrooke. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et ça a été, j'ai adoré ça encore une fois. Et l'été, je quittais l'université, je venais à Rivière-du-Loup, puis j'enseignais le français à l'école de langue. Donc, Oui. j'avais commencé quand j'étais au bac comme moniteur pour l'école de français ici au cégep. Puis, quand j'ai eu terminé mon bac, ben là, ils m'ont embauché comme prof. Fait que j'ai enseigné le français en immersion. Donc, comme vous savez, ici à Rivière-du-Loup, on avait des étudiants anglophones qui venaient chaque été. Là, on avait 2 sessions là, pour pouvoir apprendre le français. Donc, j'ai fait ça. Et j'ai adoré ça aussi. Puis, mais je réalisais que après la maîtrise, j'avais pas le goût de faire un doctorat. Puis, tu as besoin d'un doctorat pour enseigner à l'université. Okay. Ça fait que, puis, tu vois, c'était pas très, très payant non plus. Les copains qui étaient à Hydro-Québec, vous pouvez imaginer que ça allait bien leurs affaires. Oui. Des chars neufs, la vie est belle. Vous avez travaillé pendant ce temps-là. C'est ça, c'est ça. Pendant qu'il y en a d'autres qui s'amusaient. Ouais. Ça fait que, fait que là, je me suis dit, ben là, on va aller sur le marché du travail. Mhm. J'avais rencontré une autre fille à l'époque. Puis, elle avait été embauchée par les Affaires étrangères à Ottawa. Et puis, je me suis dit, tiens, pourquoi moi, je n'irais pas travailler à Ottawa? Ça fait que j'ai vu un poste qui est affiché. J'ai postulé sur le poste, puis j'ai gagné le poste au bureau de la traduction à Ottawa, au gouvernement fédéral. Ça fait que, et c'était un contrat de mémoire de 6 mois qui n'était pas renouvelable. Donc, tu faisais 6 mois, puis c'était terminé, puis on me l'avait dit. Ça fait que c'était quand même un risque de quitter Sherbrooke, puis de s'en aller à Ottawa, en fait, à Gatineau, à Val-des-Monts, pour juste 6 mois, là, sans savoir si ça allait marcher. Ouais. Donc, c'est là que j'ai commencé une carrière au gouvernement fédéral. Donc, en 98, j'ai commencé une carrière. J'ai passé à travers quelques ministères, là, Travaux publics, services gouvernementaux, Agriculture Canada, Santé Canada, Justice Canada. Donc, j'ai été 11 ans à Ottawa comme fonctionnaire, comme cadre de la fonction publique. Et ben, à un moment donné, on a eu des enfants. J'avais rencontré une autre fille. Ça fait qu'on a eu des enfants. Puis là, j'ai voulu que les enfants grandissent puis qu'ils voient le bord du fleuve. Puis en même temps, ma famille qui est encore ici, on voulait se rapprocher parce que quand même, Ottawa, ou Gatineau, Rivière-du-Loup, c'était quand même assez loin. C'est pas pire, ouais. C'était pas pire, c'est ça. Ça fait que finalement, c'est présenté une opportunité pour aller diriger des opérations à Matane. Ça fait que c'est comme ça que j'ai abouti à Matane, à partir d'Ottawa.
Donc, j'ai dirigé là-bas les opérations du receveur général. Pour ceux qui connaissent Matane, connaissent très bien ces opérations-là, mais pour les gens à l'extérieur de Matane, c'est pas très connu parce que c'est une bâtisse qui est un peu, sans être isolée, c'est très peu connu parce que c'est quand même des opérations qui sont relativement confidentielles parce ils traitent encore l'ensemble des paiements qui sont émis par le gouvernement du Canada. Donc, tous les chèques du gouvernement du Canada que tout le monde reçoit, retour d'impôts, programme de je sais pas quoi, C'est traité à Matane. c'est traité à Matane. OK. Donc, tous les jours, vers 4h30, 5h, il y a une vanne de la Brinks qui débarque, puis qui dépose les chèques, puis les chèques sont traités. Et là, bien évidemment, on a des experts qui détectent des fraudes potentielles. C'est assez impressionnant ce qui se fait en termes de modification de chèques. Là. Je veux dire, un œil, même moi qui étais là pendant quelques années, lorsqu'on me montrait des exemples de chèques qui avaient été falsifiés, C'est dur de voir la différence. non, c'est impossible de voir la différence pour nous. Donc, longue histoire pour vous dire que c'est ça. J'ai fait ça pendant 5 ans à Matane. Puis, encore une fois, longue histoire pour vous dire que normalement, en fait, quand je suis allé à Matane, il y avait une raison aussi, c'était dans un parcours professionnel, parce que lorsque tu gravis les échelons du gouvernement fédéral, à un moment donné, ben, tu n'as pas le choix, il faut que tu y ailles en région pour voir comment ça se passe, ces opérations région. Et puis, tu fais ça pendant normalement 3 ans, puis après 3 ans, ben, on te rapatrie pour aller régler d'autres problèmes. Ça fait qu'après 3 ans, ben, j'avais pas d'intérêt pour retourner à Ottawa. J'aimais ce que je faisais, on était bien ancrés, les enfants adoraient ça, aller à l'école et tout et tout. Ça fait que ça m'a pris jusqu'à 5 ans. Après 5 ans, là, c'était plus possible. Il fallait que je fasse autre chose. Donc, on m'avait proposé d'aller diriger les opérations de l'Agence canadienne d'inspection des aliments dans l'Ouest, en Alberta. L'Alberta m'avait reconnu, on dit lui, on va la rechercher. on va la rechercher, c'est ça. Ça fait que, longue histoire pour dire c'est ça, on s'est entendu, fait que on avait été voir des propriétés, puis ben, à l'époque, je me rapporte à 2000, peut-être 12, 13 dans ces eaux-là, il n'y avait pas une propriété, un semi-détaché en bas d'1 million à Calgary à l'époque. Donc, il n'était pas question. Longue histoire, mais il n'était pas question qu'on aille là. Donc, il m'avait proposé d'aller diriger des opérations au Québec. Donc, j'avais dit oui à Québec. Fait qu'ils m'ont dit oui, pas de problème, tu iras de temps en temps à Montréal parce qu'il y a un bureau à Montréal. Ça fait qu'on s'est entendu là-dessus, mais quand il est venu le temps de signer le contrat, là, c'était plus de temps en temps à Montréal, c'était 50% et plus du temps à Montréal. OK. Fait qu'il n'était pas question, je ne suis pas un fan de Montréal. Bon, bref. Ça fait encore une fois, coïncidence, tu sais, je suis toujours quelqu'un qui a bien aimé être ouvert à ce qui se passe, qui arrive, tu sais, jamais être un gars qui est sur les freins ou bon. Ça fait est arrivé ce jeudi-là, la journée où j'ai dû prendre la décision, le journal de Matane, qui, je pense en front page, montrait que le DG du cégep de Matane prenait sa retraite, qui est en deuxième concours. Premier concours n'avait pas donné de résultat, donc il est en deuxième concours. Et le concours s'est terminé le vendredi, 5 heures. Donc, le temps de faire mon CV, l'envoyer à 4h30 ce vendredi-là, ben, finalement, passe les entrevues, puis j'ai été embauché comme directeur du cégep de Matane. Donc, l'expression « il arrive rien pour rien », finalement, ça vous va quand même comme un gant, on dirait, parce que ça s'est comme tracé tout le temps jusqu'à devenir directeur. Là. Après ça, un petit saut en politique... aussi du côté, j'allais dire du côté de Matane, mais là, c'est plus député de la région. Matane, je vais vous laisser le dire, je pense. Avignon, la Métis, Matane, Matapédia. C'est les 4 MRC. Ouais. Donc, ça représentait les 4 MRC. 15 000 km², Ouais. 52 municipalités. Écoute, c'était énorme. Mais la raison pour laquelle, tu sais, c'était pas, je vous ai dit, moi, j'ai jamais été intéressé par la politique. Et jusque-là, j'avais jamais été intéressé par la politique. Donc, comme tout le monde, on suivait la politique, mais je me répète, zéro intérêt. Et j'arrive comme DG du cégep, je fais quelques semaines, bon plan de match. C'était un cégep qui, avec mon prédécesseur, s'était développé, des ententes avec différentes maisons d'enseignement en France, en Afrique, aux différents endroits. L'île de la Réunion, etc., etc. Ça fait qu'il y avait à peu près, presque, écoute, j'y vais de mémoire, là, mais 50% des étudiants à Matane, au cégep, qui provenaient de l'extérieur du pays. Mm-hmm. Donc, tu te promènes à Matane encore aujourd'hui, puis tu entends l'accent français partout. C'est assez extraordinaire. Là. Ça fait que vous voyez, moi, j'ai toujours été en développement. Ça fait drôle à dire au gouvernement fédéral, mais dans tous les jobs que j'ai eu au gouvernement fédéral, même à Matane,
parce que je reviens un peu à la job du fédéral aux opérations du receveur général. Ben, quand je suis arrivé, il y avait 200 personnes, 200 employés. Et je me rappelle, puis pardonne-moi, je fais un peu du coq à l'âne, mais je recule un peu, juste pour que tu comprennes comment dire, la suite, la dynamique, la suite des événements. Et j'avais été embauché à ce moment-là pour, bref, comment dire, je vais dire ça comme ça, régler des enjeux. Puis finalement, ben, je voyais une opportunité, moi, de développer cette organisation-là pour différentes raisons. Fait que quand j'ai quitté l'organisation, on était à 300 employés. Donc, au gouvernement fédéral, de développer une organisation comme une business pour créer 100 emplois supplémentaires, c'était quand même assez particulier. Mais c'était ça, c'est ce que j'aimais faire. Ça fait que j'arrive au cégep, puis encore une fois, ben là, c'était l'intérêt du développement. Puis on s'est toujours battu pour maintenir nos programmes. Donc, le développement à l'international, c'était parfait. Je trouvais ça génial. Sauf que j'arrive dans un contexte où le gouvernement provincial de l'époque est en pleine mesure d'austérité. À l'époque, là, on parlait vraiment d'austérité. C'était vraiment un enjeu. On coupait partout, sans égal, et en éducation. Donc, on se fait dire, une bonne journée, ben écoutez, vous devez couper de tant de % vos budgets, fait que trouvez des solutions. Et pour Matane, ben c'était, tu n'avais pas le choix, il fallait couper des postes. Ça fait que c'était quand même assez important comme coupure. Et là, pour un développeur, c'est un peu ordinaire. Tout à fait. C'est un peu à contre-courant, finalement. Tout à fait. Fait que ça me faisait pas plaisir parce qu'on était, on avait des projets et tout. Ça fait que, et il n'y a pas un DG de cégep non plus qui était bien heureux en région puis ailleurs. Donc, on s'était dit, on va se réunir à Québec, puis on va discuter de ça, puis on va tenter de convaincre le gouvernement de reculer sur ces mesures-là. Donc, on se rend compte, tout le monde n'est pas de bonne humeur, tout le monde est fâché. Ça fait qu'est-ce qu'on fait? Fait une conférence de presse, parfait, on va interpeller le gouvernement pour dire, ben, écoutez, si vous voulez si pour vous l'enseignement, si pour vous, le cégep, si pour vous le développement des connaissances et tout, c'est important, ben écoute, il faut investir en éducation. Et là, c'était drôle parce que les DG des cégeps de Québec, on était 48, encore, je pense encore aujourd'hui. Fait que, mais évidemment, parce qu'on était à Québec, c'était les DG des cégeps de Québec qui étaient front and center. Ça fait venir les journalistes, puis là, ben écoute, on est relativement mou, de mon point de vue. Donc, oui, ben, on comprend, on va faire un effort, tout le monde va faire des efforts. Et c'était pas le message du tout, en tout cas, que moi, j'avais compris. En coulisses, c'était pas ça, là. Non. Et ce que j'avais véhiculé aussi. Donc je n'ai pas de bonne humeur. La conférence de presse se termine. Il y a une journaliste qui est à ma gauche, qui est face à des gens avec qui elle jase. Fait que je lui mets la main sur l'épaule et je lui dis, veux-tu savoir quel impact que ça a en région, ces coupures du gouvernement? Je lui dis, écoute, on est en train de saigner nos régions. Si on n'est plus capable d'investir en éducation chez nous, qu'est-ce qu'on fait? On a déjà de la difficulté à maintenir nos programmes. Ça fait qu'elle dit, est-ce que je peux vous passer en entrevue? Et de là, c'est parti. Donc, entrevue, une autre entrevue, j'étais assez vocal, puis évidemment, quand t'es pas de bonne humeur, ça résonne. Oui, il y a un peu d'émotion, puis ça résonne un peu. Mais là, je me disais, une fois que ça a été terminé, que les entrevues ont été réalisées à Québec, je redescendais vers Matane, et là, je réfléchissais beaucoup. Je me disais, je peux pas juste chialer. Il faut que je sois en mesure d'identifier des solutions, mais j'avais pas de solution. J'arrivais au cégep. Ça fait que je me suis mis à réfléchir, puis je me suis dit, ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 2 jours de réflexion pour réfléchir. On va faire venir des experts à Matane pour organiser 2 jours où on va organiser des ateliers pour discuter des impacts de l'austérité puis des coupures en éducation en région, puis quel impact que ça a, puis qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution. Et là, je me suis dit, si je fais ça comme ça, c'est clair que je vais me faire ramasser parce qu'on va dire encore, des profs grassement payés, puis la direction d'un cégep qui décide de prendre des journées de réflexion aux frais des contribuables, puis bon, blablabla. Et là, j'ai eu l'audace de proposer à mon comité exécutif de verser nos 2 journées de salaire dans la fondation du cégep. Et là, je me souviens très bien d'être au téléphone en descendant de Québec, leur raconter cette histoire-là. Ils m'ont dit, t'es malade. Il n'y a pas personne qui vous... ils ont dit c'est une bonne idée, mais il n'y a pas personne qui va embarquer là-dedans. Tout à fait. Quand tu coupes 2 journées de salaire. Ça fait que j'ai dit, OK, ce qu'on va faire, c'est que le lendemain matin, il me semble que c'est un mercredi ou un jeudi, encore une fois, fait que jeudi matin, organiser une rencontre. Je veux rencontrer l'ensemble des profs, l'ensemble des techniciens, l'ensemble de l'équipe de soutien, l'association étudiante. Ça fait que pour au moins leur parler, puis leur expliquer ce que je pense, puis ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, puis ce que je leur propose.
Donc, cette rencontre-là a eu lieu à 9 h le matin, puis tout le monde était là dans la salle. Puis évidemment, c'était probablement arrivé pas souvent qu'un DG dise « Je veux rencontrer tout le monde » parce que là, on a des choses sérieuses à se dire. Et là, je me suis lancé avec ce que je pensais, avec cette proposition-là. Et je me rappelle très bien qu'une des présidentes des profs, en fait, la présidente de l'association des profs, c'était lui, elle a dit « M. Massé, elle dit « Moi, j'accepte votre proposition. » Elle dit « Donnez-moi la journée pour que je puisse aller discuter avec mes membres, puis je vous promets que je vous reviens d'ici la fin de la journée. » Les deux autres présidents d'associations, soit des gens de support et tout, ont dit la même chose. Ça fait de boule de neige. Ça fait de boule de neige. Fait que vous avez réussi à rallier tout le monde à votre cause, finalement. Tout à fait, à notre cause. Parce que oui. Pour moi, c'était une cause qu'on devait s'approprier, même en région. Hein. Oui, tout à fait. Mais est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà en vous d'être un leader comme ça? Est-ce que vous avez des exemples dans le passé? Écoute, c'est difficile à dire. J'ai toujours été quelqu'un qui a été proche des gens. Dans l'ensemble des jobs que j'ai eus, pour moi, c'est important de savoir comment les gens qui travaillent avec moi, quelles sont les idées qu'ils ont en tête, comment ils souhaitent pouvoir faire avancer une organisation. Toujours très ouvert. J'ai jamais été un gars directif. J'ai toujours été un gars plus en consultation. Donc, pour moi, le buy-in de l'organisation est important parce que souvent, les meilleures idées sont là. Puis imposer une solution, ça n'a jamais été... Oui, à un moment donné, des fois, on n'a pas le choix. Là, il faut trancher. Il faut expliquer pourquoi on tranche. Mais il y a toujours eu ça. Puis j'ai toujours eu du bon feedback. Ça a toujours bien fonctionné. Fait que c'est un peu comme ça, sur la base de la consultation, que j'ai approché l'équipe du cégep. Et finalement, longue histoire pour vous dire qu'ils ont tous accepté. Il n'y a pas personne qui a levé la main pour dire « Ouais, mais non, on ne pourra pas faire ça », puis bon, blablabla. Au contraire, tout le monde a embarqué. Les gens de la fondation ont embarqué, l'association étudiante a embarqué, la ville, toutes les organisations, parce qu'on avait amené aussi les organisations socio-économiques dans tout ça. Oui, tout à fait. On avait organisé une marche. Vous irez voir ça. Là. Allez voir Cégep de Matane, Rémi Massé. Vous allez voir, ça sort encore dans Google. Les politiciens de l'époque. Donc, c'était vos premiers pas en politique, ça? Oui, c'était un peu... Avec du recul, tu as raison. C'était comme les premiers pas en politique sans le savoir. Le jouer sur le terrain de la politique, encore une fois, sans le savoir, sans avoir aucune espèce d'ambition. Et là, évidemment, quand ça est arrivé, là, on fait les manchettes. Les Radio-Canada, les médias régionaux. Et à un moment donné, je reçois un coup de téléphone de la recherchiste de Paul Arcand qui m'appelle. « Monsieur Massé, M. Arcand aimerait vous parler demain matin. Êtes-vous disponible? » Monsieur Arcand, oui. Pourquoi? Pourquoi? En fait, il ne comprend pas. Fait qu'il veut que vous lui expliquiez qu'est-ce qui s'est passé puis pourquoi vous avez été aussi loin que ça. Ça fait que j'ai eu cette entrevue-là. Après ça, ça a été Radio X à Québec. Puis bon, ça fait que ça a fait boule de neige. Domino, puis tout ça. Tout à fait. Ça fait que ça a été fort intéressant. Donc, il y a un momentum qui est créé. La sous-ministre me lâche un coup de téléphone, me dit « Monsieur Massé, on aimerait ça vous rencontrer, voir c'est quoi les options, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. » Longue histoire, débarque à Matane. On s'entend sur un plan de match parce que le montant qui était identifié, on peut vous appuyer par exemple, l'achat d'équipement, mener à bien un projet. Parfait, c'est bien. Puis le ministre Bolduc, ministre de l'Éducation à l'époque, aimerait ça aussi vous rencontrer. Parfait. Ministre Bolduc descend la semaine suivante, de mémoire. Rencontre le ministre Bolduc, super sympathique, jase avec, puis oui, on va vous aider, bon, blablabla. Fait que la vie est belle. Mais s'écoule quelques jours, s'écoule une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, et plus de son, plus d'image. C'était terminé. Et là, je n'étais pas de bonne humeur. Et c'est là que j'ai compris que, en tant que DG de cégep, d'avoir mobilisé tout un groupe d'individus à une cause, que malgré tout ça, on a réussi à interpeller la politique, puis que ça n'a pas donné de résultat. Ça fait que je me suis dit, si on veut changer les choses, là, c'était peut-être un peu naïf de ma part, mais c'est peut-être par la politique. Ça fait que, mais ça est arrivé seulement qu'après que j'ai reçu le coup de téléphone. Donc, j'ai reçu un coup de téléphone d'une personne qui voulait me rencontrer pour me demander voir si j'avais un intérêt à me présenter en politique. Ça fait que j'avais dit, pardon, non, aucun intérêt. Ça fait que cette personne-là me dit, écoute, on pourrait se rencontrer à Québec, jase un peu, blablabla. Fait que j'étais à Québec, ça a donné que j'allais à Québec là, au cours des prochains jours. Bref, ça fait que je la rencontre, on soupe ensemble, on prend une bière. Et là, elle me dit, je comprends, parce que quand on t'approche, moi, je ne me suis jamais affiché en politique, pour n'importe quel parti, donc elle ne savait pas vraiment, elle avait une idée, mais pas vraiment où
à quelle enseigne je logeais. Et j'ai compris qu'elle est intéressée pour que je me présente pour le Parti libéral du Canada pour les élections de 2014. J'avais dit à l'époque, t'es-tu malade? Ça fait que non. Là, pour eux, le momentum était bon aussi. Là. Je veux dire, le spotlight était sur vous dans ce coin-là. Fait que c'était win-win pour tout le monde. Là. Vous pouviez peut-être aller travailler à l'intérieur finalement de la politique pour amener des choses en région. Puis eux autres, ben, il y avait comme je veux dire une superstar en région là, pour eux. Fait que c'était win pour tout le monde, peut-être. Ben, il y avait quelqu'un qui avait sorti un peu du lot, qui avait un peu d'expérience, qui avait un peu de connaissances, qui connaissait un peu le milieu, qui était engagé, puis il n'avait pas peur de s'exprimer publiquement, puis de mobiliser des gens. Ça fait que le timing n'était pas mauvais. Il y avait des élections qui s'en venaient. Écoute, les conservateurs de l'époque, c'était quelque chose. Là. Avec M. Harper, c'était pas évident. Là. On coupait partout. Puis, je veux dire, il y avait c'est ça, il y avait une espèce de mentalité particulière. Fait que je me disais, il y a peut-être une opportunité. Et je me souviens, j'avais appelé Hélène, ma conjointe, à ce moment-là, et en pensant qu'elle allait me dire, t'es-tu malade? Faut utiliser les mêmes Où il n'y en est pas question. C'est ça. Et je te dirais, au contraire, elle a dit essentiellement, ça a été sa première réaction. Fait que, il y avait comme une ouverture. Ça fait qu'on s'est mis à jaser, on s'est mis à regarder, on s'est mis à fouiller. C'est quoi un député? Qu'est-ce que ça fait à Ottawa, un député? J'avais eu la chance de passer à ce moment-là, avec les 11 ans à Ottawa puis les 5 ans à Matane, ça faisait 16 ans que j'étais dans la machine. Ça fait que je savais un peu comment la machine au fédéral fonctionnait. Ça fait que longue histoire pour vous dire que j'ai décidé, à un moment donné, let's go, on y va. Et c'est là qu'on m'avait dit, écoute, je n'étais pas convaincu, en toute transparence, et je suis filmé, là. Mais écoute, c'est ça, c'est la vérité, là. Elle m'avait dit, en fait, je lui avais dit, aller travailler pour M. Trudeau, j'avais pas d'intérêt parce que la connotation de M. Trudeau, elle venait d'un historique. Moi, j'ai vécu 80, j'ai vécu 95. Oui, le père. Oui, tout à fait. Puis, les différentes campagnes électorales, puis les campagnes du oui, puis du non, puis bon et tout, qui avaient quand même déchiré des générations entre elles. Puis bon, ça fait que, longue histoire pour vous dire que je n'étais pas chaud à l'idée. Ça fait que, puis elle m'avait dit, je pense que ça vaudrait la peine que tu rencontres puis tu discutes avec. Ça fait qu'on avait jasé, on avait échangé, puis finalement, j'ai découvert quelqu'un que je ne connaissais pas, puis que je pense qu'encore les Québécois ne connaissent pas très bien. Puis peut-être qu'il n'a pas trouvé la façon de se faire connaître aussi de la bonne façon. Là. Ça, c'est un autre gars qui est très d'actualité là, présentement. Absolument. Oui. Mais de sorte que j'ai découvert quelqu'un que je ne connaissais pas, puis que j'ai apprécié parce que c'est quelqu'un qui... Parce que je lui avais dit, moi, je m'en vais en politique là, pour représenter les électeurs de la région, puis là, j'ai un plan de match. Je veux qu'on investisse en infrastructure, je veux qu'on aide le développement économique régional, je veux qu'on aide nos entreprises, je veux qu'on aide les gens qui ont de la difficulté. Puis il dit, Rémi, ça donne bien, tu vas voir, le programme qu'on a mis en place va faire tout ça. Et c'était ça. Rappelez-vous, en 2015, quand on est arrivé. En fait, moi, je me présente sans avoir aucune espèce d'idée si on peut gagner. Là, on était dernier dans les sondages. Là. Rappelez-vous, 2014, 2015, Trudeau, ça passait pas beaucoup. Puis à un moment donné, un vent favorable, il arrivait avec un charisme, un programme qui était très, très à l'avant-garde et tout et tout. Puis longue histoire pour vous dire que finalement, ça marche. Ça faisait 25 ans qu'on n'avait pas élu autre chose que représentant du Bloc à Matane. Donc, 25 ans plus tard, il y a un député libéral qui est élu à Matane en 2015. Donc, ça, c'est vous. Oui, ça a commencé. C'est là qu'a commencé un mandat extraordinaire en politique. Ça a été une belle révélation. Puis je le dis parce que je m'ennuie encore un peu de ça. Je ne vous dis pas que je recommencerai, là, parce que c'est quand même énormément de travail. J'ai jamais travaillé autant qu'en politique. Pendant ces 4 années-là, c'est fou. C'est non-stop. Les gens n'ont pas idée, je pense, du travail qui est mis par les députés. Puis on les voit devant les Kodak, puis tout ça. Puis on pense que c'est, peut-être pas une petite vie facile, mais je pense que les gens travaillent fort, puis ils mettent des heures incroyables. Puis il y a toutes sortes de personnalités. Moi, j'avais choisi cette avenue-là parce que je pensais que c'était la façon dont je pouvais faire avancer les choses dans la région. Ça a très bien fonctionné. J'ai travaillé fort.
tu sais, je partais 2 semaines à la fois quand on siégeait à Ottawa. Je revenais la fin de semaine. On courait partout dans la circonscription Ouais. pour aller rencontrer les gens. Je vous disais 15 000 km². Moi, je partais de Sainte-Luce. Je descendais presque à Sainte-Anne-des-Monts. Je montais vers Amqui, puis on allait jusqu'à Maria. Donc, avec 2 communautés autochtones, et c'était quelque Aussi, chose. les gens de la ville ne comprennent pas ça non plus. Les députés de la ville là, qui ont une petite place électorale à faire, là, qui ont quasiment pas. Bon, ils vont rencontrer plus d'électeurs peut-être, mais ils ont beaucoup moins de millage à faire puis moins de superficie à rencontrer. Là. Les gens ne voient pas ça nécessairement non plus. Hein. Tu as raison. Quand à Montréal ou à Toronto, une circonscription, c'est Montréal 3 centre-ville, mettons. Là, c'est Tout ça? à fait. Puis, je me souviens, on l'avait fait en caucus. On pourrait parler de politique là, pendant Oui. 1 heure. Là, j'ai tellement de choses à vous raconter. Mais c'est ce qu'on avait fait à un moment donné. Donc, on avait projeté sur l'écran notre circonscription, la circonscription des Laurentides, versus les circonscriptions de Toronto. Donc, je ne me souviens pas combien de circonscriptions le comté dans les Laurentides, Mirabel, je ne me rappelle pas lequel. Tu sais, je pense qu'il y avait 16, 20, 30 circonscriptions qui couvraient le territoire d'une seule circonscription en région. Là. Ouais. Ça a comme réveillé les gens. Et quand on est arrivé en 2015, c'est intéressant parce qu'on avait évidemment mobilisé plusieurs régions. Donc le Parti libéral n'était plus le parti de Toronto puis de Montréal. Là, on arrivait avec des gens de partout qui s'étaient engagés en politique pour les mêmes raisons que moi. On avait réussi à attirer plein de gens, des médecins, des ingénieurs, des spécialistes. Ça fait que c'était un groupe extraordinaire. Encore aujourd'hui, j'ai encore plein d'amis là-bas, on se parle encore souvent. Ça fait qu'on était là pour changer les choses. Puis je pense qu'on a bien réussi pendant au moins ce premier mandat-là majoritaire. Moi, je me souviens, on a réussi, puis je le dis sans aucune prétention, j'ai réussi à ramener 160 millions d'investissements dans la circonscription à l'époque, créer plusieurs dizaines d'emplois à cause d'interventions que j'avais faites de façon spécifique à convaincre des ministres, à investir, à faire des changements dans les programmes et tout. Puis qui a aidé l'ensemble de la circonscription. Ça fait que ça a été extraordinaire. J'ai été président du caucus. J'ai été nommé secrétaire parlementaire du ministère de l'Industrie. Ça fait que c'était le fun. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir arriver dans un gouvernement majoritaire. Ouais. Puis d'influencer justement les politiques puis les programmes. Donc, ça a été 4 ans extraordinaires. Puis là, ben, la politique, c'est cruel. Donc, après un mandat de 4 ans, c'est ça? Oui. Hein? Donc, pas réélu la deuxième fois, malheureusement, malgré les beaux résultats. Puis là, ben, tranquillement, pas vite, on s'en vient vers le hall d'innovation. Je ne l'ai pas dit en anglais cette fois-ci. Donc, c'est pas mal là, finalement. Dans le fond, si vous aviez été réélu, peut-être qu'aujourd'hui, on serait pas où est-ce qu'on en est avec le hall d'innovation, ça se peut. Oui, puis tu sais, je pense que les choses font bien les choses. Comme je disais tantôt, on dirait que Exactement. ça s'enligne pour... dans votre vie, ça s'est placé pour... Pour que je revienne à Rivière-du-Loup à un moment Ben donné. Fait que oui, effectivement. Puis c'est drôle parce que M. Chrétien m'avait dit à un moment donné, tu sais, vous allez voir que, vous savez, quand ça commence, vous ne savez pas quand ça termine, puis quand ça termine abruptement, habituellement. C'est rare qu'un politicien puisse avoir la chance de partir de son propre chef. Et c'est ce qui est arrivé. On sentait très bien qu'on avait le vent en face en 2019. Le Bloc soufflait fort. Le premier ministre Trudeau avait plus autant l'aval de la population. Donc, ça devenait un peu plus difficile. Mais je vous dirais, au centre, on ne se préoccupait pas trop des préoccupations des régions. Ça fait que finalement, j'ai été emporté dans je peux considérer ça comme une vague. Puis beaucoup de députés de région aussi se sont fait emporter par, mettons, cette vaguette du bloc-là. Ouais. Donc, ça s'est terminé. Et c'est drôle parce que, tu sais, je veux dire, la soirée électorale, même si on sentait on espérait toujours, puis on voyait que les chiffres n'allaient pas dans le bon sens. Puis finalement, à un moment donné, je me souviens pas, 9h30, 10h, on s'est rendu à l'évidence que ça ne fonctionnait pas. Et paf, pouf. Du jour, en fait, d'heure en heure, tu apprends que tu n'as plus de job. C'est terminé, là, c'est fini. Là, ça frappe un peu. Puis là, tu as les journalistes qui sont là, fait qu'ils t'interviewent, puis bon. Fait que là, tu te mets en mode, OK, bon, entrevue, puis évidemment, tu félicites ton adversaire qui a gagné, puis bon, on va assurer une bonne transition, puis c'est correct.
Mais naturellement, une transition, y a-t-il des heures qu'on donne après? Tu sais, un coup que le mandat est terminé, est-ce que le nouveau député, j'imagine, vous appelle une fois de temps en temps pour une couple de dossiers, mais il n'y a pas 40 heures d'ouvrage la semaine suivante, puis un autre 40 heures pendant un mois, là, c'est pas... Non, puis tu sais, on est des adversaires Oui. politiques, puis tu sais, des adversaires politiques sur bien des sujets. Mais bon, la population a décidé, donc ben, évidemment, il faut passer flambeau. Puis, écoute, puis c'est jamais... tu sais, on a vu dans les nouvelles de temps en temps, tu sais, une passation des pouvoirs qui ne se fait pas de la bonne façon. Donc, moi, je n'ai jamais été comme ça. Mhm. Ça fait que... Sauf que, comment dire, nos dossiers étaient super bien organisés. Donc, lorsque la nouvelle députée est arrivée, ben, on s'est rencontrés. Je lui ai dit, ben, voici les classeurs, voici les dossiers des citoyens, voici les dossiers des projets. Donc, si jamais il y a quelque chose, tu me fais signe. Tu peux reprendre le même bureau, blablabla. Fait que ça s'était très bien passé. Mais quelques jours après, je reçois un coup de téléphone, puis on me dit, ben là, il faut venir nettoyer le bureau à Ottawa parce que les nouveaux s'en viennent. Tu avais un appartement, il faut que tu nettoies l'appartement, il faut que tu quittes. Et là, tu es encore dans ton mode, là, j'ai plus de job, je fais quoi? Puis là, finalement, comment dire, on te met presque on te met de la pression pour pouvoir vider le stock et ça fait particulier. Oui, c'est spécial. Fait qu'avec l'équipe de campagne, je l'ai fait. Puis une fois que ça a été terminé, j'ai dit à l'équipe de campagne, le petit groupe là, proche avec qui j'étais, j'ai dit on va passer une semaine à l'extérieur pour aller décompresser un peu. Et au retour, ben là, j'avais reçu un appel là, pour pouvoir aller donner un coup de main, diriger une entreprise dans le domaine de la construction puis de la réparation navale. Parce que j'avais été quand même bien impliqué au niveau des infrastructures puis des entreprises de la région. On se crée des contacts avec le temps. Oui, on se crée des contacts, tout à fait. Puis, tu sais, j'avais quand même du bagage. Là, fait que c'est ça, j'ai accepté cette job-là. Fait que j'ai fait ça pendant 1 an. Puis, même à cette époque-là, après la politique, on m'avait lâché un coup de téléphone à Rivière-du-Loup, là, parce que je suis filmé, fait que je ne donnerai pas de nom. Mais on m'avait lâché un coup de téléphone après la politique pour dire écoute, on a un projet à Rivière-du-Loup, ça te tente-tu de venir nous donner un coup de main? Puis bon, on m'en parlait un peu, je ne comprenais pas trop ce que c'était. Puis, fait que finalement, j'avais accepté plutôt la job du côté de Matane. Mais on est revenu à la charge par après. Ça fait qu'on disait faudrait que tu viennes nous rencontrer, viens jaser avec nous, puis on va te parler de ça un peu. Fait que j'ai accepté de venir à Rivière-du-Loup. Fait qu'on a échangé. En fait, les 2 personnes que j'ai rencontrées à ce moment-là, c'était Jean Bélanger, le grand patron de Premier Tech, et Yves qui était là. Ça fait que, tu sais, il me parlait du projet des halls d'innovation. On arrive aux halls d'innovation, finalement, après toute cette histoire-là. Oui, Pas de problème. qu'on approfondisse ce C'est sujet. ça. Fait que là, vous pourrez couper, là, puis arriver à je ne sais pas combien de minutes que ça fait. Là. Fait que, ça fait 15 minutes à peu 15 près. minutes, C'est bon. ça qu'on me dit dans l'oreille. Ça fait que vous cliquerez à la bonne minute pour voir c'est quoi les halls d'innovation. Fait que vous oublierez la portion d'avant. Ben, en fait, c'est ça, parce que oui, on arrive au hall, puis c'est ce qui nous intéressait un peu. On en a parlé, Alexandre et moi, avant le podcast. On voulait en entendre un peu plus parce que effectivement, on comprend. En tout cas, moi, personnellement, je comprends pas encore trop qu'est-ce que ça fait. Puis, j'ai hâte de savoir un peu qu'est-ce que vous faites pour la région, qu'est-ce que vous faites pour les entreprises, de creuser ça un peu. Fait que finalement, nous y sommes. Fait que je vous laisse parler de ce côté-là. Qu'est-ce que c'est exactement, ce hall-là? Puis vous n'êtes pas les seuls. Puis, tu sais, je le prends un peu sur mes épaules parce qu'on a été très, très discret. Moi, j'ai jamais voulu créer des attentes pour ce projet-là parce que c'est un projet quand même qui est important. Mm-hmm. Tu sais, on a cette discussion-là avec Jean, avec Yves, pour justement parler un peu de ce concept-là qui était, tu sais, c'est un projet qui date quand même de 6 ans environ. C'est pas né du jour au lendemain. Non. Donc, on souhaitait pouvoir développer une infrastructure dans laquelle l'innovation allait pouvoir émerger, qu'on allait pouvoir appuyer peut-être des techniciens, des ingénieurs ou des entreprises qui décident d'innover pour pouvoir les accompagner, aider les entreprises à travailler en collaboration avec des industriels, de formation et tout. Ça fait que c'était le concept qui existait. Donc, il y avait du travail qui avait été fait. Donc, moi, j'arrive, puis je trouve intéressant, puis je dis à Jean et à Yves, j'ai dit, écoute, je comprends ce que vous me dites, ça m'intéresse. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de pouvoir aider les entreprises. Donc, c'est-à-dire faire du développement économique. Donc, trouvons une façon de pouvoir aider les entreprises de la région et des régions limitrophes à accélérer leur transformation numérique. Donc, il dit oui, pas de problème. C'est ça l'objectif aussi, parce qu'on souhaite créer du dynamisme, puis attirer des entreprises, puis bon, créer un parc technologique, une zone d'innovation, blablabla. Ça fait que, parfait, j'ai dit j'embarque.
Ça fait que c'est comme ça que ça a commencé il y a 3 ans environ, par cette idée-là. Puis finalement, ben, écoute, j'ai eu la chance d'avoir une locomotive qui était devant moi, derrière moi, qui est Premier Tech. Ouais. Donc, une entreprise importante de la région. Puis, tu sais, si eux ont une volonté de pouvoir développer un centre d'innovation, ben, tu sais, c'est sûr que ça donne un bon coup de main, là. Absolument. Ça fait que, donc, ma job, ça a été de sécuriser des ententes avec des partenaires fondateurs qui allaient investir des sous dans ce centre-là et par la suite de convaincre les deux paliers de gouvernement d'embarquer dans ce projet-là. Donc, ça a été de les convaincre de ce que c'était ce centre d'innovation-là. Donc, IFA, c'est un centre d'innovation qui a pour but de moderniser ou d'accélérer la modernisation des entreprises, leur transformation numérique par la robotisation, par l'automatisation. On Donc, parle d'entreprises manufacturières. tout à fait. D'entreprises manufacturières surtout. Et on en entend beaucoup parler depuis évidemment, plusieurs mois, quelques années. Tu sais, on a des enjeux de on nous dit qu'on a des enjeux de productivité au Québec. Les entrepreneurs font tout ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Ils ont des enjeux de pénurie de main-d'œuvre. Et encore plus aujourd'hui avec ce qu'on entend, évidemment, avec les limites qu'on nous impose en immigration. C'est un peu particulier là, en région. Là, tu sais, je veux dire, tu réussis à attirer, tu réussis à mettre en place des mécanismes, des structures. Tu vas à l'étranger recruter des gens, tu amènes des gens, puis finalement, on dit du jour au lendemain, ben là, écoute, bon, on donne ta limite de 20 c'est plus ça, puis je caricature un peu. Là. Ouais. Mais on la diminue de moitié. Là. C'est qu'il y a deux réalités. Là. Ouais, Tu sais, il y a la région puis il y a les grands centres. Puis Exactement. bon, on ne vit pas exactement les mêmes réalités. On parlait des cégeps tantôt, c'est la même chose pour les entreprises, finalement. Là. Tout à fait. Fait qu'on revient à la politique, mais c'est ça. Quand tu n'as plus de voix assez forte pour pouvoir dire au gouvernement, aux députés, aux ministres, qu'on a des enjeux en région qui sont différents des grands centres, ben, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, faut qu'il y ait de la pression, il faut qu'il y ait de la mobilisation, il faut que ça crie très fort à un moment donné pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et là, on le sent. On sent les entrepreneurs qui ont leur voyage, qui sont écœurés. Parce qu'ils ont tous la difficulté à se tenir la tête hors de l'eau. Ils sont enterrés avec de l'administration, de la paperasse, puis là, on leur en met encore plus. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir les appuyer, les accompagner là-dedans. Parce que quand tu veux moderniser des opérations, ben, puis que tu veux implanter de la robotique, tu fais quoi? Tu appelles qui? Ça coûte combien? C'est quoi le retour sur l'investissement? C'est qui les intégrateurs? Quelle compagnie? Puis bon, puis bien souvent, tu vas en trouver une, tu fais affaire avec elle, puis tu embarques dans un projet, puis finalement, puis je ne veux pas généraliser, évidemment, c'est pas ça du tout, mais ce qu'on entend, ce que j'ai entendu, parce qu'on a rencontré plusieurs entreprises, on a fait plusieurs recherches avant de lancer ce projet-là, ben, c'est toujours ça qu'on entend. Très souvent, ben, je me suis embarqué dans un projet. Finalement, ça n'a pas coûté ce que c'était supposé coûter. Ça a coûté plus cher. Puis ça n'a pas donné nécessairement tous les résultats. C'était pas tout à fait ça, là, finalement. Là. Exactement. Donc, on a créé IFA, les Halles d'innovation de formation avancée, qui est un organisme sans but lucratif, qui est là justement pour pouvoir appuyer de façon neutre et objective avec notre équipe les entrepreneurs qui souhaitent se moderniser. Et on y va de 3 façons. Donc, on y va avec le H de IFA. Donc, les halls, c'est-à-dire que c'est pour ceux qui ont eu la chance de voir, si vous n'avez pas eu la chance de voir, venez faire un tour, on vous invite. C'est ouvert au public, là. Oui, c'est ouvert au public. C'est ouvert au public, c'est-à-dire sur